Ok, ça commence à devenir une blague. Tous les 4 épisodes, on va se taper un scénario à la «Ah là là, quelqu'un est capturé par les méchants, il faut le sauver!» ou la sauver en règle générale, puisque ça tombe assez souvent sur Adora, comme c'est le cas dans cet épisode. C'est vraiment particulier. Dans ce coup-ci, on va se centrer sur le développement de la psyché de Catra, qui va trop vite. Je suis désolé, dans l'idée, c'est très intéressant. Dans l'exécution, vous faites évoluer ça beaucoup trop vite. Ça n'a pas tout le poids que ça mériterait d'avoir, hein, une fois de plus. Donc, ouais, si c'est censé être les plus grands moments de la série, je trouve que ça manque d'attention dans la mise en scène et dans le temps qu'on y alloue, quoi, sincèrement. Alors, en tous les cas, oui, on va suivre en majorité Catra, qui sera donc perdu dans le désert, cramoisi à rechercher ce que Hordak lui a demandé de rechercher, sachant qu'elle n'a plus rien à lui devoir. Elle s'en fout de lui, il l'a trahi comme tout le monde l'a trahi. Pourquoi elle voudrait être de son côté à lui particulièrement? À part, on le verra à la fin pour des raisons de vengeance mesquine très personnelles, ok, ça peut peut-être se justifier à la toute fin, mais pas durant la grande majorité de l'épisode. C'est-à-dire, à sa place, je me dirais, ok, je me barre, je vais dans un des nombreux endroits qui ne sont pas sous la coupe de la Horde en essayant de faire ma vie dans mon coin sans faire de vagues, et puis basta. Le fait de se sentir obligé de faire ça, alors qu'elle a seulement Scorpia qui la suit, je trouve ça ridicule, je vous cache pas. C'est une façon un peu forcée d'amener le scénario là où on veut, comme si elle se sent obligée de faire ça parce on va trouver l'excuse, oh mais elle est habituée qu'à ça, donc elle pense pas au truc plus pacifique, blablabla, si vous voulez, mais ça fait facile sur les bords, hein, pour amener votre scénario là où vous voulez que ce soit, hein. En tous les cas, elle va déambuler dans le désert, elle sera énervée parce qu'elle jugera qu'il n'y a plus rien pour elle, tout le monde l'a abandonnée, elle a tout perdu, ce qui ferait qu'elle sera très amère et vraiment du genre à en avoir rien à foutre, donc très agressive. Ce qui fait que lorsqu'elle tombera comme par hasard sur le même bouge dans lequel ont été Adora et ses copains à l'épisode précédent et qu'elles tomberont comme par hasard sur les 2 sbires de Shastara qu'elle a renvoyés dans l'épisode précédent et qui sont vite revenus là, hein, parce que sincèrement on montre très vite que Shastara a amené Adora et ses copains au navire de Mara juste après qu'elle ait décidé de les suivre. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait eu de grande pause qui soit faite entre temps. Ils ont pas passé 2 jours à dormir, à rien faire. Ils se sont rendus directement à cet endroit, quoi. Alors que durant toute cette période-là, on va avoir toute l'histoire avec Catra, qui va donc rencontrer ceux-là, donc qui ont eu le temps de revenir après cette histoire-là. Elle va les rencontrer, elle va les entendre parler donc de leur rencontre avec She-Ra et compagnie. Elle les menacera pour qu'elle leur donne, leur indique l'endroit où aller. Et elle aura toute une aventure où elle finira par se faire bien voir de tout le désert, tout ça, tout ça. Et durant toute cette période-là, il va se passer quasiment rien du côté d'Adora et compagnie. Ils seront juste entrés dans le vaisseau et ils découvriront quelques petits trucs en l'espace de quelques heures, maxi. Donc, ouais, la gestion temporelle est un petit peu discutable. Vous m'excuserez, un tout petit peu discutable, hein. En tout cas, ouais, du côté de Catra, elles tomberont donc sur ces 2-là. Elle voudra qu'elle leur dise, où sont She-Ra et compagnie, ils sont partis où. Bien entendu, au début, elles voudront pas, les 2 sbires. Enfin, je crois que c'est un mec et une fille, hein, ils voudront pas les 2 sbires, et en les menaçant, en disant j'ai plus rien à perdre, en se montrant vraiment très très agressive, elle finira par les convaincre avec l'aide de Scorpia qui va fond derrière elle, hein, totalement, ce qui fait qu'ils seront totalement apeuré par elle, dire ok, elle me fout les jetons, je suis ses directives, hein, elle sait se montrer ferme et autoritaire de façon à me convaincre, et donc elle les suit, ils discutent un petit peu, elle et Scorpia, du fait que cet endroit est pas si mal en fait, compte, on a fait des caisses à la Horde, mais ça peut être vivable. Surtout qu'après coup, ils tomberont sur l'autre semi-chef du désert qui s'appelle Furilang, c'est ça.
J'ai le sentiment qu'on n'aura rien à foutre du personnage, il apparaît juste histoire de n'est-ce pas un épisode. Bref, Fury Lang, le semi-chef du désert, qui dit moi je veux diriger le désert et vous les étrangers, je vais vous battre. Même Catra trouve qu'il est un peu ridicule et elle s'en défait assez vite, ce qui fait que tous les bandits du désert qui étaient du côté de Fury Lang, et au passage ils sont beaucoup plus nombreux, on essaye de mettre en place qu'il y ait une espèce de conflit, de rivalité entre lui et Shastara, et ben dites donc, hein, s'il doit vraiment être une merde, ou Shastara doit être vraiment ultra puissante, pour qu'il n'ait pas l'ascendant avec une armée beaucoup plus grande que ça. Alors, enfin, je dis ça, je m'en rends pas compte. Lorsque Adora et compagnie ont été prises dans un guet-apens, est-ce qu'il y avait que les deux sbires qu'on a vus après coup ou pas? À ce compte-là, comment ça se fait qu'on ne voit pas plus des autres sbires de Shastara? C'est bizarre, honnêtement, je sais pas, c'est bizarre. Bref, en tout cas, très vite, donc, après avoir battu le gars en l'envoyant dans les sables mouvants, elle prend la main. Tout le monde dit « Ouais, Catra, Catra !» Ça va tellement vite. C'est tellement, tiens, il faut qu'on amène notre personnage là, donc on va faire ces enchaînements, ces développements ultra rapides pour amener à cette situation, parce que ça arrangera bien ce qui se passera après coup. Parce que là, voilà, elle est contente, c'est la chef des bandits du désert, ce qui amènera à ce que peu de temps après, elle se retrouve au navire de Catra. Ce qui, une fois de plus, en termes de temporalité, est un petit peu bizarre, même en prenant en compte le fait que vous fassiez évoluer les choses très vite. Alors, en tout cas, ouais, là, de son côté, Adora tombe sur le navire de Mara. Elle l'explore un petit peu, il a été pillé, mais il reste quand même des hologrammes de Mara et de ce qu'elle avait prévu de faire. Un truc que j'ai trouvé ultra grossier, à nouveau dans le genre drame forcé, vous m'excuserez, il y a un moment donné, elle voit l'hologramme de Mara qui est un petit peu en boucle et on voit que le courant n'est pas optimum. Donc voilà, elle n'a pas de réponse tout de suite comme ça en interrogeant cet hologramme. Et tout de suite, sans chercher plus loin, sans essayer de voir s'il n'y a pas autre chose à voir, elle se dit « Ah, bien entendu, hein, je me doutais bien qu'en essayant de faire des recherches comme ça, je n'aurais pas les réponses, le monde est contre moi. » Ok, qu'est-ce qui t'arrive, merde? Est-ce qu'avant de craquer comme une débile, tu pourrais essayer de faire le tour de tout le propriétaire? Ça serait cool que t'évites d'être conne comme ça, parce que là, je trouve que c'est tellement gros et stupide. C'est n'importe quoi. Et ce genre de drame, ça vaut quelque chose quand ça donne l'impression d'être mérité. Quand notre personnage a essayé beaucoup de trucs et se rend compte, en tout cas, semble-t-il, qu'elle peut plus rien faire. Quand elle tombe juste sur un truc qui ne marche pas et qu'elle essaye pas tout le reste, alors que c'est facile d'essayer un petit peu tout le reste, je suis désolé, c'est pas mérité une seule microseconde, hein. Pas une seule microseconde, hein. Donc c'est juste ridicule pour moi. D'autant plus qu'après ça apporte rien puisqu'elle voit qu'il y a quelque chose qui marche. Donc mon cul la baillette quoi. Elle finit par tomber sur un espèce de fente où elle peut insérer son épée, ce qui lui permet de voir un message plus poussé de Mara, où on finit par apprendre que le fait qu'elle ait foutu un petit peu en l'air Etheria, c'était peut-être pas si vrai que ça, c'était peut-être un petit peu exagéré de la part de Grand Espoir qui a mal interprété, ou peut-être qu'elle a menti. Je sais pas, je commence à avoir quelques doutes sur les intentions de Grand Espoir, hein, plus ça avance. Peut-être que c'est censé être une espèce de révélation qu'on aura, enfin bon, on verra ça. Bref, Mara, au bout du compte, pensait être la dernière She-Ra, et elle voulait protéger, Etheria la cacher tout simplement, en utilisant ses portails. Hein, elle a utilisé le pouvoir de She-Ra pour détourner Etheria du système de portail et faire en sorte qu'on n'en ouvre plus de façon à ce qu'il soit hors de danger de la Horde, justement. Ce qui tend à prouver qu'Etheria est un petit peu au centre de tout. C'est genre un point névralgique et qui a une très forte importance. Ok. Ok, et bon, on n'en a pas beaucoup plus que ça, hein. C'est tout ce qu'elle envoie comme information, vu que c'est un vieux message et donc il y a des ratés. Mais voilà, ça tend à montrer qu'il y a quelque chose d'important à préserver, à défendre, et qu'il faut empêcher Hordak d'ouvrir ses portails. Et ben ouais,
Ça, je le savais depuis l'épisode 1. Tout ce que vous faites, c'est mettre en avant le fait qu'il y a des menaces plus grandes, et ça, je le savais dès l'épisode 2. Donc la seule révélation que ça offre, c'est que Mara n'était peut-être pas aussi insensible, aussi irréfléchi que donnait l'impression Grand Espoir. Donc cool, hein, ça peut peut-être promettre quelque chose sur son passé, mais c'est pas comme s'il y avait une grande révélation ultra forte à ça, quoi. Faut empêcher les portails de s'ouvrir. Ok. Hein, et donc, juste après avoir appris ça, Adora donc n'apprend rien de plus sur son passé particulièrement, ou quoi que ce soit. Pas rien de plus par rapport à ce que Ténébra lui a dit, mais ça lui confirme qu'elle doit empêcher Hordak de faire son truc. Bravo, heureusement que t'as découvert ça. Seulement, c'est à ce moment précis que Catra arrive pour attraper tout le monde, balancer des flèches tranquillisantes sur tout le monde. Shastara, qui est super balèze, parvient à résister à deux des fléchettes et à emporter Scintilla et Flèche d'Or hors de portée pour qu'ils puissent venir la sauver plus tard, Adora. Hein, donc j'avoue qu'elle est bien bob celle-là. Et ouais, donc Adora finit par se faire capturer avec son épée pour la 3e fois. Voire 4e maintenant, ça commence à devenir un petit peu grossière. Et je parle que de Adora, hein, parce qu'il y a encore d'autres personnages qui sont capturés en plus d'elle. Ça devient un peu trop répétitif, vous m'excuserez, hein, cette configuration que vous mettez en place. Hein. Je trouve pas ça folichon au bout de 3-4 fois en 3 saisons, quoi. Ça devient presque un compteur à faire, hein, presque. Donc, la prochaine fois qu'on tombera sur cette configuration-là, si ça arrive, je pense que je ferai un compteur précis. T'as le nombre de fois où Adora se fait capturer comme une conne et qu'elle doit être la demoiselle en détresse. Parce que, sérieusement, c'est pas mal ça, c'est pas mal. Ouais, elle finit par être capturée et Catra se réjouit beaucoup. Elle semble être un petit peu heureuse de gérer un petit peu ses bandits. Et Scorpia se dit, tu sais, c'est cool ce qui nous arrive. Et si tu évitais de revenir à la Horde, si tu restais ici avec moi, on pourrait être heureux, tu pourrais être heureuse. Et elle n'est pas prête à accepter ça parce que vous me trouverez l'excuse que elle est tellement habituée à sa vie, à batailler, à lutter pour faire valoir sa puissance, ses droits, tout ça, qu'elle peut pas quitter cette vie-là. Et mais bon, de toute façon, ça changera absolument rien au fait que ce qu'il décidera, c'est sa jalousie envers Adora une fois de plus. Ce qui veut dire que cette espèce de petit dilemme qu'on lui crée, ça aurait pu être un tout petit peu plus appuyé du côté « Ah, pourquoi pas ?» Parce que lorsque Scorpia lui propose ça à Catra, Catra a l'air déjà très vite de rejeter la proposition, de se dire non, je peux pas. Alors que je pense que ça aurait été plus fort si on l'avait vu y réfléchir de façon positive pendant une petite période. Je pense que ça aurait rendu son revirement de fin encore plus fort. Mais étant donné qu'elle a l'air déjà assez contre cette idée-là, ça ne fait que confirmer ce qu'elle comptait faire après coup. Hein, parce que ce qui se passe après, c'est qu'elle finit par parler à Adora, et lorsque Adora lui dit il faut pas faire ça, ce sera le gros bordel pour tout le monde subira la colère de la Horde, et ce serait catastrophique. Lorsqu'elle lui demande comment elle sait ça, elle lui dit que Ténébra est venu pour lui dire, et donc tout de suite elle passe en mode Ténébra lui accorde plus d'importance qu'à moi, j'emmerde le monde entier, je vais tout faire péter. Donc on rentre à la Horde et on va faire en sorte que tout le monde soit détruit jusqu'au dernier, un par un, j'emmerde tout le monde. Elle tombe vraiment à ce niveau-là, Catra. Donc, ouais, il y a vraiment un trauma super fort qu'on n'a jamais montré une seule seconde en flashback, une fois de plus, qui manque de puissance, donc, puisqu'il n'y a pas ça pour appuyer, qui est mis en place par rapport au choix de Catra. Je suis désolé d'insister là-dessus, hein, mais vraiment, vous essayez de nous dépeindre une Catra totalement traumatisée par son enfance. Le fait que à tout moment de sa vie, on lui a jamais lâché la grappe et on n'a jamais essayé de l'accepter. Et c'est ça qui vraiment dicte sa conduite, dicte le fait qu'elle lâche Adora dans la saison 1. Dicte le fait qu'elle est prête à massacrer des tonnes de gens innocents juste pour se venger de ceux qui n'ont pas accepté. C'est
super grave, se trouve même que c'est encore pire, largement pire que Cassandra. Parce que Cassandra, lorsqu'elle n'accepte pas que Réponse prenne le pouvoir de la pierre de lune, elle ne se rend pas compte, elle n'a pas idée que ce qu'elle est en train de faire, ça foutra en l'air le monde entier. Elle veut s'en prendre juste à quelques personnes. Là, elle sait que ça foutra en l'air le monde entier, mais elle s'en fout. Parce qu'elle est traumatisée à ce point, elle est en colère à ce point quant à l'enfance et le manque d'affection qu'on lui a donné. C'est à ce point. Et on ne montre jamais ça. À aucun moment donné, on ne montre ça directement. C'est juste quelques petites conversations entre elle et Ténébra. C'est tout. Et si vous voulez vraiment que j'adhère totalement à ça et que je sois pris dans le drame de cette conversion, de ce choix fatidique qu'elle fait, il faut m'en montrer plus. Sinon, je trouve que c'est trop facile, un peu trop grossier. Il y a un manque assez notable. Mais en dehors de ça, c'est un épisode correct, hein, pas mal, ça va trop vite, mais c'est pas comme si le développement était inintéressant ou quoi que ce soit. Et oui, en dehors de la répétition, oh, Adora se fait capturer, nous devons la sauver, c'est intéressant, c'est très intéressant. Le drame, quand il est pas un petit peu forcé à un moment rapide, ce qu'il est bien fait, l'action est cool, mais sans vouloir être vexant, si ce genre d'épisode c'est censé montrer la grandeur, le pic de qualité de la série, je suis pas ultra impressionné non plus. Enfin, on sent qu'il y a des ambitions assez fortes derrière, mais il faut savoir bien les appuyer, bien les amener, les ambitions, et je trouve qu'il y a quelques lacunes hein, qui sont pas anodines dans ce qui me concerne. Mais ça, c'était bien, c'était bien. On verra pour la suite. À bientôt pour l'épisode 4. Bye!